19h. Yarana, merci d'être fidèle au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce jeudi 3 août, répétition générale grandeur nature pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques. La Shiseido Tahiti Pro se prépare à Te Ahupu'o, une compétition décisive pour les athlètes et de mise au point pour les organisateurs. Les collectivités françaises, actrices et atouts en Indo-Pacifique. La Polynésie veut participer à la stratégie globale. L'État semble répondre oui et les idéologies politiques n'ont plus leur place comme avant. Avec lui, nous allons d'ailleurs parler politique. Gaston Floss est l'invité de ce journal. L'infirmerie de Fakarava, soulagée de pouvoir disposer de l'électricité durant la panne générale. Un de ses ordinateurs en a fait les frais, mais heureusement, les patients ont été épargnés. Et enfin, le pape François rencontre des jeunes du monde entier à Lisbonne. Une quarantaine de jeunes Polynésiens participent aux Journées mondiales de la jeunesse. Elle est la dernière étape du circuit mondial et peut-être une porte d'entrée vers les Jeux Olympiques. La Shiseido Tahiti Pro est une édition pleine d'enjeux. Les épreuves se tiendront dans les conditions d'un mondial, ou presque. Nouveaux outils, dispositifs de sécurité inédits. La compétition 2023 sera un avant-goût des Jeux Olympiques. Le point avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. La tour des caméras de la WSL permettant de suivre la compétition de surf qui débute ce week-end est prête depuis plusieurs jours. La Shiseido Tahiti Pro se déroulera dans les conditions habituelles, mais c'est la compétition test pour les Jeux Olympiques. Les 5 chapiteaux dédiés aux athlètes et à l'équipe médicale sont montés. Il en faudra 20 pour les JO. La nouveauté cette année, c'est cette baignoire. On a vu sur les compétitions de la WSL, donc on a une petite baignoire, on va dire, en plastique. Alors maintenant, il faut qu'ils aillent dans de l'eau glacée, voilà, de l'eau remplie de glace pour se détendre. Quant au Water Patrol, leurs effectifs passeront de 14 pour la Shiseido à 23 pour les JO. Et les jet skis au nombre de 10 seront 16 l'an prochain. Pour 2024, aujourd'hui, il va y avoir une exigence pour l'ensemble des Water Patrol en termes de diplôme, de formation, une nouvelle formation qui sera exigée, qui est le SSA, et puis avec un module supplémentaire qui sera un module récif spécialement dédié à Te Ahupu'o. Des sauveteurs qui devront être formés avant le mois de mars. Il faudra également 20 bateaux au lieu des 5 habituels pour transporter les athlètes et les équipes techniques sur le plan d'eau. Une fun zone sera aménagée pour recevoir 300 à 500 personnes. Elle sera agrémentée d'un écran géant. Enfin, une tour en aluminium de 547 millions de francs devrait être installée à côté de celle en bois. Et il s'agira de la 3e participation de Kauli Vast à la Tahiti Pro. Le triple champion d'Europe W1 Junior intègre cette année directement le tableau principal en remplacement du Brésilien Italo Ferreira, blessé au genou. Sachez aussi que Veine Fierro sera sur le spot de Hawaii. La surfeuse de Huahine bénéficie d'une wildcard pour être la Tahitienne la mieux placée au classement du Challenger Series. Ils seront justement mobilisés pour renforcer la sécurité à Te Ahupu'o. Ce sont 27 gendarmes adjoints de réserve. Ils viennent de prêter serment à l'issue d'une formation de 3 semaines. En vue du rendez-vous olympique, 220 personnes devraient composer le vivier. Le colonel Xavier de Bonvilliers nous en dit plus au micro de James O et Patrick Sing-Sing. Le président de la République, l'année dernière, a annoncé la montée en puissance des réserves pour une cible à 50 000 réservistes métropole et outre-mer en 2027. Donc ça répond à un premier besoin. Et le deuxième besoin, c'est pour nous des besoins opérationnels liés à l'épreuve des Jeux Olympiques de surf à Te Ahupu'o en 2024. Donc on va avoir besoin de mobiliser la réserve opérationnelle en complémentarité des gendarmes d'active. Mais avant 2024, il y aura donc la Shiseido 2023, un événement qui accueillera aussi la visite de ministres d'État. Gérald Darmanin, Amélie Oudéa-Castéra et Philippe Vigier se rendront sur le site le 16 août prochain. Les relations entre l'État français et les petits pays du Pacifique sont-elles en train d'évoluer? Le déplacement du président de la République la semaine dernière dans la zone annonce un changement de relations. La zone Indo-Pacifique, toujours aussi convoitée, encourage la France à parler davantage de partenariat pour ne pas perdre sa position dans la région.
Les explications de Natacha Silagi et Patita Savia. Si le ton a changé avec le nouveau gouvernement indépendantiste en Polynésie, il a aussi changé sur le terrain, dans la zone Pacifique. Moi, j'ai noté pendant ce déplacement que les deux présidents indépendantistes des collectivités du Pacifique ont été invités aux discussions bilatérales entre la France et le Vanuatu, et ensuite entre la France et la Papouasie. C'est symbolique. C'est quelque chose de totalement inhabituel. Et pour moi, c'est, je pense, j'espère en tout cas, révélateur d'une prise de conscience. En Nouvelle-Calédonie, le président de la République a mis en garde les indépendantistes contre les velléités chinoises de s'imposer sur le Caillou. Déjà en juillet 2021, en Polynésie, Emmanuel Macron rappelait que la stratégie indo-pacifique était économique, énergétique et stratégique, et que les petits pays du Pacifique étaient au cœur de cette stratégie. La France et le choix de l'équilibre, vient de déclarer Emmanuel Macron en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur les questions de défense, nous avons désormais un socle solide avec l'accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, qui a été signé à la fin de l'année dernière. Nous sommes convenus sur cette base d'identifier de nouvelles pistes de coopération avec, pour prochaine échéance, le South Pacific Defense Ministerial Meeting, SPDMM, que la France accueillera en décembre prochain et qui se tiendra à Nouméa. Pour les politologues, c'est clair, la France fait les yeux doux aux populations de la zone Indo-Pacifique en dénonçant les nouveaux impérialismes chinois et américains. L'État français qui met en avant sa volonté d'être partenaire en matière de défense et de lutte contre le réchauffement climatique. L'État a sans doute intérêt à ce que ces territoires restent français parce que ça lui permet de se faire considérer comme une puissance du Pacifique. Mais aussi, il y a le problème de l'intérêt des populations. Que deviennent-elles dans un monde aussi brutal et aussi changeant ? Comment faire sans la France ? Le président Moïtai Broderson entend bien participer aux différentes discussions stratégiques avec un État partenaire. Reste à savoir si le noyau dur du parti indépendantiste validera et si l'État viendra s'asseoir à la table des négociations à l'ONU. Nous allons donc parler politique maintenant avec Gaston Floss, président du Amuitir Autin Amaohi Yorana. Bonsoir, chers amis, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la Première. Alors aujourd'hui, c'est une certitude. Les relations entre les indépendantistes et l'État ne sont plus les mêmes qu'auparavant. On est bien loin du temps où on menaçait de fermer les robinets. Cela vous met, vous, les autonomistes, dans une position inconfortable, oui ou non ? Je pense que ces relations entre les indépendantistes et l'État, c'est le jeu normal que l'on connaît très bien de la part de la France. Mais ce n'était pas le cas autant dans ce Mais je crois que le plus important, c'est le discours que le président de la République a prononcé en juillet dernier en Nouvelle-Calédonie. Et tout ce qu'il a dit concernant la Nouvelle-Calédonie nous concerne à nous. Il nous a révélé le statut qu'il voudrait nous imposer un jour. Et il a surtout répondu aux indépendantistes non, non à l'indépendance. Et il suffit de citer donc quelques passages de son discours, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, il faut dire la Polynésie, est française parce qu'elle a choisi de rester française. Je veux bâtir avec vous une Nouvelle-Calédonie dans la République. Je veux bâtir avec vous une Polynésie dans la République. Comme prévu, la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française. C'est pour nous également. Ce qui est clair, c'est que le président dit non à l'indépendance. Il a tout de même... Alors, mais ce qui est curieux, c'est que Oscar Temaru, le président Moïtai Broderson, les 3 députés qui sont à l'Assemblée nationale, aucun de ceux-là n'a réagi aux propos du président de la République. Alors, ont-ils changé de camp? Sont-ils d'accord ou bien... Alors déjà, le contexte politique en Nouvelle-Calédonie n'est pas le même qu'en Polynésie. Ensuite, Emmanuel Macron a aussi tenu ses propos ici même lors de son déplacement en 2021. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est assez clair sur sa position?
Il n'y a qu'à relire et bien réfléchir ce qu'il a dit, et bien commenter, bien comme prévu. Lui, il avait prévu, la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française. C'est valable tout à fait pour la Polynésie. Il a dit qu'il allait aussi discuter avec le représentant de l'État à l'ONU pour qu'il s'assoie à la table des discussions lors du rendez-vous prévu en septembre. Moi, je pense qu'il n'y aura jamais d'indépendance ou de statut allant dans ce sens-là. Si la discussion se situe avec la l'ONU. Il faut aller à Paris, discuter directement avec le président de la République et s'entendre avec eux, et pourquoi pas sur un État associé à la France. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. La Polynésie est contre cette séparation avec la France. Donc, une association avec la France peut très bien se faire. Il y a un autre problème également, celui du nickel. Le président de la République a dit « Le nickel, c'est votre richesse à vous ». Mais je dis haut et fort que cette richesse, c'est également la nôtre, celle de la France et de l'Europe. On n'a qu'à remplacer nickel par les terres rares. Il s'agit de nous également, ces terres rares, qui est notre richesse pour l'avenir. Eh bien, c'est vrai, c'est notre richesse, mais le président dit aussi c'est également notre richesse à nous, la France et à l'Europe. Ça se discutera un peu plus tard. Nous allons revenir au plan local. Gaston Floss, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, donc la TVA sociale va être supprimée en octobre. C'était aussi un de vos arguments de campagne. Pourtant, le Tapurahuir Atira à l'Assemblée n'a pas soutenu cette proposition. Ce n'est plus en accord avec vos vœux. Qu'est-ce qui est important? Oui, évidemment, nous étions contre cette TVA sociale. Mais ce qui est important, c'est d'examiner les chiffres de ce collectif. Et nous pouvons dire que nous nous sommes trompés sur l'analyse du fonctionnement de la gouvernance d'Édouard Fritsch. Il faut savoir que fin 2022, il y avait déjà une trésorerie de 26 milliards. Et en juillet dernier, cette trésorerie est montée jusqu'à 31 milliards. 36 milliards, c'est du jamais vu. Et ça veut dire que la Polynésie est en bonne santé financière. Mais c'est aussi grâce aux prêts garantis par l'État, qui sont encore dans les réserves des caisses de la Polynésie, qu'il y a encore cette réserve de 36 milliards. Ils ont pris une certaine partie pour le collectif, mais là également, lorsque Moïtai Broderson, d'ailleurs on ne sait plus comment l'appelait, c'est président Manatu, maintenant il se dit être Louis XIV. Ce n'est pas encore officiel, Gaston Floss, merci beaucoup. Rien dans ce collectif ne correspond à la profession de foi du Tapurahuir Atira. La population vit difficilement, la vie est chère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour venir les grandes lignes seront annoncées prochainement selon le président de la Polynésie. C'est le quotidien, créer les emplois, c'est le quotidien des Polynésiens. Merci beaucoup Gaston Floss d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est la loi du silence qui domine. C'est ce qui ressort du rapport de l'association En Avant Toutes. Il met en avant la situation des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Elle est particulièrement préoccupante dans les territoires d'outre-mer où le poids culturel, la pression familiale ou encore les disparités géographiques sont de multiples freins pour dénoncer ces faits. Les détails avec Agathe Tourneau. Encore tabou, la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles se libère petit à petit dans les territoires ultramarins, comme en Polynésie, où des femmes témoignent de leur parcours difficile. Quand on est rabaissé quotidiennement, quand on est humilié, c'est dur. Qu'est-ce que te disait ton mari, par exemple ? Que je faisais mal le ménage, que j'étais trop bête pour écouter ce qu'il disait, que je m'occupais mal des enfants, que rien ne va en fait, que jamais, voilà, que j'étais pas une bonne cuisinière, que j'étais pas une femme
bonne à marier, que j'étais pas une bonne maman, quoi. Alors au début ça va, et puis petit à petit non, ça va plus. Et puis moi j'ai été éloignée de ma famille, de mes amis. Donc quand je suis coupée de tout, c'est dur. Insularité, interconnaissance, poids culturel et religieux, isolement, les facteurs de risque sont nombreux pour les femmes ultramarines victimes de violences. Après un an d'enquête et d'entretien avec des acteurs locaux, l'association En Avant Toutes publie un rapport montrant les ressemblances entre les Outre-mer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des territoires qui ont quand même des particularités communes que nous, on va appeler par exemple des facteurs de vulnérabilité aux violences qui vont faire qu'en fait les violences, elles vont être plus visibles, plus fréquentes, plus intenses et se manifester autrement, qui va faire qu'on va peut-être plus les remarquer qu'en hexagone. Malgré le manque de chiffres officiels, l'enquête révèle qu'à La Réunion, 3 fois plus de femmes se disent victimes de violences conjugales que dans l'Hexagone. En Martinique, 1 sur 3 déclare avoir subi des violences psychologiques au sein du couple et le taux de harcèlement sexuel au travail atteint les 5% en Outre-mer, soit 2 fois plus que sur le territoire hexagonal, une situation que les associations locales ont du mal à gérer. Il y a moins de structures, elles ont moins de moyens, elles sont moins dotées et les besoins sont d'autant plus forts. Donc il y a un équilibre qui ne se fait pas entre les moyens des associations locales et l'enjeu des besoins qui au final, on le voit, sont de plus en plus élevés. L'association, en lien avec les acteurs locaux, souhaite élargir son dispositif de chat numérique où les victimes, via le site internet, peuvent contacter une professionnelle par message et recevoir de l'aide instantanément. Au Tuamotu, difficile d'assurer les soins quand l'électricité fait défaut. Lors de la panne de courant, l'infirmerie de Fakarava a pu compter sur son groupe électrogène. Ajoutez à cela une longue interruption du réseau mobile. Les patients ont dû faire preuve de patience et d'indulgence. Les détails avec Jacques Damour et Gilles Tautou. Comme bien souvent, dès l'ouverture, le centre médical de l'atoll ne désemplit pas. Les patients se suivent, mais ne se ressemblent pas. Lors du blackout, le centre a dû coûte que coûte continuer à assurer ses missions publiques, mais non sans difficulté. Par rapport à cette panne électrique, on a eu quand même de gros soucis par rapport à tout ce qui était informatique, télécommunications aussi. Et puis, bien entendu, on a dû mettre notre groupe électrogène en marche. Ça nous a permis quand même de pouvoir travailler, sinon on était complètement bloqués. Seulement, voilà, assurer des urgences, organiser des évacuations sanitaires d'urgence sans réseau GSM a été particulièrement compliqué. Le groupe électrogène, avec sa tension inconstante, nous a grillé un ordinateur. Nos réseaux étaient du coup perturbés. Mais bon, très rapidement, avec le groupe électrogène, on a pu avoir de nouveau notre réseau informatique fonctionnel et aussi le réseau de télécommunications, parce qu'on était bloqué au niveau du GSM. Face à une telle situation, les patients chroniques ont su jouer le jeu et ont remis à plus tard leur visite. Autre dégât pour lequel le personnel n'a pas pu trouver de solution, la conservation de certains médicaments. Le frigo est tombé en panne et on a perdu du coup des vaccins, des insulines, pour plusieurs milliers de francs. Ouais. De mauvais souvenirs certes, et une situation que les habitants de l'atoll espèrent ne jamais revivre. Finalement, le branchement du transformateur s'est déroulé comme prévu. Le travail fourni par les équipes techniques ont fini par payer. C'est un événement qui restera gravé dans leur mémoire. 44 jeunes pèlerins polynésiens, dont 14 marquisiens, sont à Lisbonne, au Portugal, pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le point sur place avec Nora Noné et Mourad Bouritima. Ici, nous pouvons dire que nous nous trouvons à la croisée des mondes, comme vous pouvez le voir lors de cette messe d'ouverture des JMJ. Ces Journées mondiales de la jeunesse devraient attirer cette année près de 1 million de pèlerins à Lisbonne. Et parmi les jeunes catholiques, près de 40 000 Français, et parmi eux, 500 jeunes venus des Outre-mer.
pour certains, ils viennent de très loin, des îles Marquises, de Tahiti, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie, de Martinique, de Guadeloupe et aussi de la Réunion. Avant le lancement officiel des JMJ, les différentes délégations ont pu travailler avec les différents diocèses ici au Portugal pour préparer ce grand événement. Et toute cette semaine, les JMJ pourront assister à des messes, à des conférences, à des concerts et aussi échanger avec d'autres congrégations catholiques du monde entier. Mais le moment fort tant attendu par les JMJ, par les pèlerins, c'est l'arrivée du pape François. Le pape François a été applaudi par une foule en liesse. La lutte contre la pédocriminalité dans l'Église ainsi que la guerre en Ukraine ont marqué ses interventions. L'information principale de ce journal, la Shiseido Tahiti Pro se prépare à Te Ahupu'o. Elle sera organisée dans les mêmes conditions que les épreuves des Jeux Olympiques, ou presque. La compétition sera de toute façon une répétition générale grandeur nature pour les épreuves mondiales. À la une de votre quotidien, demain, un sujet politico-judiciaire avec ce titre, l'aide de l'État qui encombre Fritsch. Le tribunal civil de première instance a condamné l'ancien président à verser la somme de 148 670 francs à Nicole Sanker dans le cadre des frais de campagne de 2018. Dans vos écrans ce soir, une mini-série française d'abord, L'île prisonnière, puis la suite de votre série OPJ. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Très belle nuit et à demain. On se sépare sur cet extrait. Il s'agit de la déclamation de Brionnaise Paua Hoiti de Rapa Nui à la rencontre territoriale de Orero. Me haka erere moai haka ala koit matou mata moti tika te hape o te tangata. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.